Nous avions tous besoin d'une pause, d'un moment pour échapper à la routine étouffante de la ville. Alors, quand Maxime a proposé un week-end de camping dans les Alpes, près d'un lac isolé qu'il avait découvert lors d'une randonnée, nous avons sauté sur l'occasion. L'idée de passer quelques jours loin de tout, entouré par la nature et le calme, était exactement ce qu'il nous fallait. Nous étions quatre: Maxime, toujours à la recherche d'aventures; Julien, pragmatique et parfois un peu trop sceptique; Sophie, qui adorait l'idée de photographier les paysages; et moi, qui voyais dans cette escapade une chance de respirer et de me reconnecter avec moi-même. Le trajet jusqu'au lac a été long. Les routes sinueuses semblaient se perdre dans l'infini des montagnes, et plus nous montions, plus la végétation devenait dense. L'air devenait plus frais, plus pur, mais il y avait quelque chose d'étrange, d'indéfinissable. Une sensation légère mais persistante, comme si nous étions surveillés. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, pensant que c'était simplement l'excitation mélangée à l'appréhension. Lorsque nous sommes enfin arrivés, le lac était exactement comme Maxime l'avait décrit, entouré d'arbres imposants, son eau était d'un bleu profond, presque hypnotisant. Une brume légère flottait à sa surface, et le silence qui régnait était presque surnaturel. Pas un oiseau, pas un insecte. Juste le bruit occasionnel du vent dans les branches. Alors que nous déchargions nos affaires, un vieil homme est apparu au bord du chemin, comme sorti de nulle part. Il portait un manteau usé, et son visage ridé semblait avoir été sculpté par des décennies de vie rude. Il nous a observés un long moment sans rien dire, avant de s'approcher lentement. « Vous allez camper ici ?» Sa voix était rauque, presque un murmure. Maxime, toujours sûr de lui, a répondu avec un sourire enthousiaste. « Oui, c'est magnifique, n'est-ce pas ?» Le vieil homme n'a pas souri. Au lieu de cela, il a détourné les yeux vers le lac, son expression se durcissant. « Faites attention. Ce lac, il garde des souvenirs. Certains devraient rester oubliés. » Et sur ces mots, il est parti, disparaissant aussi silencieusement qu'il était apparu. Nous avons ri, attribuant ces paroles à une superstition locale. Mais au fond de moi, quelque chose s'est installé, une légère tension que je ne parvenais pas à chasser. Le soleil commençait à se coucher lorsque nous avons terminé d'installer les tentes. Les couleurs du ciel se reflétaient sur l'eau, créant une image si belle qu'elle semblait irréelle. Pourtant, alors que la nuit tombait, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette étrange impression. C'était comme si le lac lui-même respirait, comme s'il attendait quelque chose. La première nuit au bord du lac aurait dû être paisible. Après avoir dîné autour d'un feu de camp, nous avons discuté de tout et de rien, riant comme si nous étions les seuls êtres humains sur Terre. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur les arbres, et une pleine lune commençait à percer à travers les nuages. Malgré la beauté du moment, je ne pouvais pas ignorer le silence inhabituel autour de nous. Pas un bruit de criquet, pas de chouette, rien d'autre que le crépitement du feu et nos propres voix. Vers minuit, Julien a été le premier à remarquer quelque chose d'étrange. Il s'est arrêté en plein milieu d'une phrase, regardant fixement vers le lac. « Vous entendez ça ?» a-t-il demandé, les sourcils froncés. Nous avons tous tendu l'oreille, mais au début, je n'ai rien perçu. Puis, doucement, comme si cela émergeait des profondeurs du silence, je l'ai entendu aussi, des murmures. Faibles, indistincts, comme une conversation lointaine portée par le vent. Sophie a ri nerveusement. « C'est sûrement l'eau, ou le vent. » Non. Mais cela ne ressemblait ni à l'un ni à l'autre. Ces murmures avaient quelque chose de humain, comme si plusieurs voix s'entremêlaient, chuchotant des mots impossibles à comprendre. Maxime, curieux comme toujours, s'est levé et a marché jusqu'à la rive, sa lampe de poche à la main. « Ça doit être des échos », a-t-il dit pour nous rassurer. Pourtant, sa voix trahissait une légère incertitude. Il a éclairé l'eau, mais il n'y avait rien, seulement la surface calme et immobile du lac. Nous avons essayé de ne pas y penser et sommes retournés près du feu. Finalement, la fatigue a pris le dessus, et nous avons décidé d'aller dormir. Mais une fois dans ma tente, le sommeil n'est pas venu. Les murmures semblaient s'être rapprochés, presque palpables, comme s'ils tournaient autour du campement. Je n'osais pas sortir de mon sac de couchage, et mon esprit commençait à imaginer des formes indistinctes dans l'obscurité. Quand je me suis finalement assoupi, ce n'était qu'un répit temporaire. Mon rêve était terrifiant. Je me tenais au bord du lac, pieds nus, incapable de bouger. Une brume dense s'élevait de l'eau, et à travers elle, des silhouettes ont commencé à apparaître. Des visages pâles, sans expression, leurs yeux noirs fixant directement les miens. Ils chuchotaient, leurs voix se mêlant dans une cacophonie sinistre, m'appelant par mon prénom. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, seulement pour entendre un bruit encore plus terrifiant. Des pas légers, juste à l'extérieur de ma tente.
Le lendemain matin, l'ambiance était étrange. Personne ne semblait avoir bien dormi. Sophie avait des cernes sous les yeux et évitait de croiser nos regards. Maxime, d'ordinaire plein d'énergie, était inhabituellement silencieux, et Julien n'arrêtait pas de regarder autour de lui, comme s'il s'attendait à voir quelque chose surgir des bois. De mon côté, le souvenir de mon cauchemar me hantait encore, et j'avais cette sensation persistante qu'on nous observait. Lorsque nous nous sommes tous rassemblés autour du feu pour préparer le petit déjeuner, nous avons remarqué une absence flagrante. « Où est Maxime ?» a demandé Sophie en regardant autour du campement. Sa tente était vide. Son sac de couchage était soigneusement plié, mais il n'y avait aucun signe de lui. Nous avons d'abord pensé qu'il était parti se promener ou qu'il avait décidé de pêcher tôt le matin. Mais après avoir appelé son nom à plusieurs reprises sans réponse, l'inquiétude a commencé à s'installer. Julien a remarqué quelque chose près de la rive, des empreintes de pas dans la terre humide. Nous nous sommes précipités pour les examiner. Elles menaient directement au lac, mais ce qui était troublant, c'est qu'il n'y avait aucune trace de retour. Les empreintes s'arrêtaient net, comme si Maxime avait simplement disparu dans l'eau. « Ce n'est pas possible, » murmura Sophie, sa voix tremblante. Nous avons décidé de chercher dans les bois environnants, pensant qu'il pouvait s'être perdu ou blessé. Mais après des heures de recherche, aucun signe de Maxime. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Les murmures que nous avions entendus la nuit précédente semblaient résonner dans ma tête, même en plein jour. En retournant au campement, nous avons trouvé quelque chose qui n'y était pas avant, un objet posé au centre de l'espace où nous avions fait le feu. C'était une petite figurine sculptée dans du bois, grossièrement taillée, représentant une silhouette humaine. Les traits du visage étaient déformés, tordus en une expression de douleur. Julien l'a ramassé, mais je l'ai immédiatement arrêté. « Ne touche pas ça. On ne sait pas d'où ça vient. » Il m'a regardé, perplexe, mais a laissé tomber la figurine. Sophie, quant à elle, s'est mise à pleurer doucement. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Personne ne savait quoi répondre. Le soleil commençait déjà à décliner, et avec lui revenait cette étrange sensation que quelque chose, ou quelqu'un, nous épiait. Nous étions seuls, loin de tout, et Maxime restait introuvable. La disparition de Maxime nous avait plongés dans un mélange de peur et de confusion. Nous étions trop loin de la civilisation pour appeler à l'aide, et l'idée de passer une autre nuit près de ce lac nous terrifiait. Mais partir sans lui n'était pas une option. Alors, dans une tentative désespérée de trouver des réponses, nous avons décidé d'explorer les environs à la recherche d'indices. En nous enfonçant dans les bois, nous sommes tombés sur une vieille cabane que personne n'avait remarquée la veille. Elle semblait abandonnée depuis des décennies, le toit s'était affaissé par endroits, et les murs étaient recouverts de mousse et de lierre. Malgré son apparence délabrée, quelque chose nous poussait à entrer, comme si cette cabane détenait les réponses que nous cherchions. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'humidité et d'une odeur de bois pourri. Sur une table bancale, un carnet poussiéreux était posé, ouvert à une page jaunie par le temps. Julien l'a ramassé et a commencé à lire à haute voix. Les mots, écrits en français ancien, parlaient d'un massacre qui avait eu lieu près de ce lac il y a plusieurs siècles. D'après le carnet, un groupe d'habitants du village voisin avait été accusés de sorcellerie et condamnés à mort. Ils avaient été attachés, un par un, et jetés dans le lac, où ils s'étaient noyés sous les yeux des autres villageois. Mais avant de mourir, l'un d'eux avait maudit le lieu, jurant que leurs âmes tourmentées entraient ces eaux pour l'éternité. Le carnet mentionnait aussi une série de disparitions mystérieuses au fil des années, toujours autour du lac. Ceux qui s'y aventuraient trop près étaient pris, par les âmes en colère, attirés dans les profondeurs pour y partager leur sort. Une phrase écrite en lettres capitales était soulignée à plusieurs reprises. « Ne vous approchez jamais de l'eau la nuit. » En refermant le carnet, Julien semblait blême. Sophie, qui avait regardé par la fenêtre brisée de la cabane, s'est soudain figée. « Vous avez vu ça ?» a-t-elle chuchoté. Nous avons suivi son regard et vu une silhouette immobile au bord du lac. Une femme, ou ce qui ressemblait à une femme, se tenait là, vêtue d'une robe blanche trempée, sa tête penchée comme si elle pleurait. Mais lorsque nous avons tenté de mieux voir, elle a levé la tête, et ses yeux noirs comme le vide ont croisé les nôtres. Nous avons tous reculé, terrifiés. Lorsque nous avons regardé à nouveau, elle avait disparu. Julien a claqué le carnet sur la table. « On doit partir. Maintenant. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas aussi simple. Le lac ne nous laisserait pas partir si facilement. Le soleil avait presque disparu derrière les montagnes lorsque nous sommes revenus au campement. L'air s'était refroidi, et une brume plus épaisse que jamais s'était levée, enveloppant tout d'un voile oppressant. Nous avons décidé à contre-cœur de rassembler nos affaires et de partir, malgré l'obscurité qui s'installait.
Mais une étrange lassitude s'abattait sur nous, comme si le lac lui-même cherchait à nous retenir. Alors que nous étions en train de démonter les tentes, Sophie s'est arrêtée net. Elle regardait fixement le lac, son visage vidé de toute expression. « Qu'est-ce que tu fais » lui ai-je demandé, mais elle ne m'a pas répondu. Lentement, elle s'est mise à marcher vers l'eau, comme hypnotisée. Julien et moi nous sommes précipités pour l'arrêter, mais à mesure que nous nous rapprochions, une force invisible semblait nous repousser. Sophie avançait toujours, ses pieds entrant dans l'eau glacée. « Sophie, sors de là !» a crié Julien, mais sa voix semblait se perdre dans le brouillard. Et puis, nous les avons vus, des silhouettes pâles, émergeant lentement de la surface du lac. Leur corps décharné semblait flotter entre deux mondes, et leurs visages tordus reflétaient une souffrance sans fin. Leurs yeux vides fixaient Sophie, et leurs murmures, ces mêmes murmures que nous avions entendus la première nuit, s'amplifiaient, remplissant l'air d'une cacophonie terrifiante. Dans un dernier élan de lucidité, j'ai attrapé Sophie par le bras, l'attirant violemment en arrière. Mais alors que je l'éloignais, une main froide et visqueuse est sortie de l'eau, s'accrochant à sa cheville. Elle a crié, et j'ai tiré de toutes mes forces. Julien m'a aidé, et à deux, nous avons réussi à la ramener sur la rive. Mais cette victoire a eu un prix. En nous retournant, nous avons vu Julien, debout au bord de l'eau, figé. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne voyait plus rien. Il s'est avancé d'un pas, puis d'un autre, comme sous l'emprise d'une volonté étrangère. Je l'ai appelé, hurlé son nom, mais il ne m'a pas répondu. Avant que je ne puisse réagir, il s'est jeté dans le lac, et les silhouettes l'ont entouré en un instant. L'eau s'est refermée sur lui, ne laissant derrière que des cercles qui s'éloignaient dans un silence macabre. Terrifiés, Sophie et moi avons couru, abandonnant tout derrière nous. La brume semblait nous suivre, et les murmures résonnaient encore dans nos têtes. Lorsque nous avons enfin atteint la route, exténués et en larmes, le lac était loin, mais sa présence pesait encore sur nous. Maxime et Julien n'ont jamais été retrouvés. Personne n'a cru à notre histoire, bien sûr. Pourtant, chaque nuit, dans mes cauchemars, je les revois, leurs visages déformés, leurs mains tendues vers moi, m'appelant depuis les profondeurs. Et parfois, lorsque tout est silencieux, il me semble entendre ces murmures, comme un rappel que le lac n'oublie jamais, et qu'il pourrait encore me réclamer. Nous avions tous besoin d'échapper à notre quotidien. C'était Jules, bien sûr, qui avait eu l'idée. Toujours lui, le leader naturel de notre groupe, celui qui nous embarquait dans des aventures qu'aucun de nous n'aurait osé entreprendre seul. Cette fois, il avait proposé une expédition dans la forêt de Nuit Noire. Une idée brillante, selon lui, pour tester notre courage et prouver que les histoires de la région n'étaient que des contes pour effrayer les enfants. Dès que nous avons mentionné notre plan au vieux monsieur à l'auberge du village, son visage s'est assombri. Il a secoué la tête lentement avant de murmurer « Ne faites pas ça. Cette forêt ne pardonne pas. Ceux qui y entrent ne reviennent pas toujours. » Mais Jules s'est contenté de rire. « Des superstitions de vieillard » avait-il dit en haussant les épaules, sans même un regard pour l'homme. Je me souviens pourtant du frisson qui m'a parcouru à ce moment-là, comme si ces mots portaient un poids que je ne pouvais pas encore comprendre. Nous avons pris nos sacs et avons suivi le sentier qui menait à la forêt. Dès que nous avons franchi la lisière, j'ai ressenti une lourdeur étrange. La lumière du jour semblait se dissoudre sous les arbres, comme si la forêt aspirait chaque rayon. Les oiseaux que nous avions entendus jusque-là se sont tus, et le seul bruit était celui de nos pas sur le tapis de feuilles mortes. Jules menait le groupe, avec Sophie juste derrière lui, ses longs cheveux blonds flottant doucement à chaque pas. Maxime fermait la marche, toujours le plus prudent de nous quatre, jetant des coups d'œil derrière lui comme s'il s'attendait à voir quelqu'un nous suivre. Moi, je me retrouvais coincé au milieu, un nœud dans l'estomac que j'essayais d'ignorer. La forêt avait une présence. Ce n'est pas facile à expliquer, mais je me sentais observé. Pas par une personne, ni même un animal. C'était la forêt elle-même. Chaque arbre semblait avoir des yeux invisibles, chaque bruissement dans les feuilles me donnait l'impression que quelque chose se rapprochait. Quand nous avons trouvé une clairière pour monter notre camp, le soleil commençait déjà à disparaître à l'horizon, même s'il ne devait pas être plus de 16 heures. « Regardez ça !» a dit Jules en montrant les ombres des arbres qui s'allongeaient étrangement autour de nous. « C'est parfait pour un feu de camp. On racontera des histoires de fantômes. Qui commence ?» Personne n'a répondu. La première nuit a commencé calmement, malgré l'atmosphère pesante qui régnait autour de nous. Nous avions allumé un feu au centre de la clairière, et Jules, fidèle à lui-même, essayait de briser la tension avec ses blagues. Pourtant, même lui semblait un peu mal à l'aise, jetant des regards furtifs vers les arbres qui nous encerclaient.
Les premiers bruits sont arrivés peu après que nous nous soyons installés. Au début, c'était subtil, des craquements dans les feuilles, comme si quelqu'un marchait doucement autour de notre campement. Probablement un cerf ou un sanglier, a dit Jules, d'un ton qu'il voulait rassurant. Mais les pas étaient trop réguliers, trop précis, comme si quelque chose tournait délibérément autour de nous. Sophie a été la première à perdre son calme. « Vous avez vu ça » a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés. Elle pointait un arbre à l'orée de la clairière. Il a bougé. Nous avons tous regardé, mais il n'y avait rien d'étrange. Juste un chêne imposant, immobile dans l'obscurité. « Tu es fatigué » a répondu Maxime, mais je pouvais entendre dans sa voix qu'il essayait de se convaincre autant qu'elle. Pourtant, elle avait raison. Plus tard, alors que nous essayions de nous calmer, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les arbres autour de nous, ils n'étaient pas à la même place. C'était subtil, presque imperceptible, mais je pouvais jurer que 2 d'entre eux, que j'avais remarqués en arrivant, s'étaient rapprochés du campement. Le feu, qui jusque-là nous avait semblé rassurant, projetait maintenant des ombres anormalement longues. Ces ombres dansaient et ondulaient, mais parfois, elles semblaient se mouvoir indépendamment des flammes. Jules a insisté pour dire que ce n'était rien, que nous nous faisions des idées. Mais même lui ne pouvait ignorer l'ambiance étrange qui s'intensifiait. La nuit a continué de nous mettre à l'épreuve. Alors que nous essayions de dormir, j'ai entendu des chuchotements. Faibles, indistincts, mais omniprésents. Je pensais d'abord que c'était Sophie ou Maxime, mais en tendant l'oreille, j'ai réalisé que les murmures ne venaient pas de nous. Ils semblaient émaner des arbres, ou peut-être de la forêt elle-même. Quand le silence revenait, il était encore pire. Un silence total, oppressant, comme si la forêt retenait son souffle, attendant quelque chose. À ce moment-là, je me suis rendu compte que cette nuit serait bien plus longue et bien plus terrifiante que ce que j'aurais pu imaginer. Les choses ont basculé au milieu de la 2e nuit. C'était comme si la forêt avait décidé de nous tester, de nous briser un par un. Tout a commencé avec Maxime. Il s'est réveillé en sursaut, le visage trempé de sueur, les yeux écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. Je l'ai entendu, murmurait-il en boucle, sa voix tremblante. C'était lui, mon frère. Il m'appelait. Nous savions tout ce que cela signifiait. Maxime avait perdu son petit frère dans un accident il y a des années, une douleur qu'il avait toujours portée en silence. Mais là, il prétendait avoir entendu sa voix, claire comme le jour, l'appelant depuis l'obscurité. « Maxime, viens !» imitait-il, les yeux fixés sur les arbres comme s'il s'attendait à voir surgir quelque chose à tout moment. Puis ce fut au tour de Sophie. Elle était assise près du feu, enroulée dans sa couverture, quand elle s'est soudainement raidie. « Non, non, pas toi !» a-t-elle murmuré, sa voix pleine de panique. Quand nous avons essayé de lui parler, elle nous a repoussés violemment, répétant qu'il était là. Nous n'avons jamais su de qui elle parlait, mais ses mains tremblaient, et ses yeux étaient fixés sur une ombre indistincte qui semblait flotter à l'orée de la clairière. Quant à moi, j'ai commencé à sentir une pression étrange, comme si la forêt me compressait. Puis, soudain, je me suis retrouvé projeté dans un souvenir que j'avais essayé d'oublier, le jour où j'avais failli me noyer enfant. L'air autour de moi était devenu épais, presque liquide. Je pouvais entendre l'eau qui m'engloutissait, sentir la panique qui m'avait submergé. Mais j'étais bien éveillé, assis autour du feu, et pourtant, je revivais chaque détail comme si cela se produisait à nouveau. La pire partie était la solitude. Chacun de nous semblait prisonnier de son propre enfer, isolé dans une bulle de terreur personnelle. Nous ne pouvions pas nous aider. Quand j'ai regardé Jules, il semblait être le seul à ne pas montrer de signes de peur. Il se tenait à l'écart, fixant l'obscurité d'un air étrange, presque absent. Mais alors que je m'approchais de lui, il a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. Ils savent tout. Ils nous observent, et ils attendent. Quand je lui ai demandé qui, il a simplement levé les yeux vers les arbres. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression que ces arbres respiraient. Le matin est arrivé, mais la lumière n'a pas vraiment dissipé l'angoisse qui s'était emparée de nous. La forêt semblait plus dense, plus lourde encore qu'elle ne l'avait été la veille. Nous étions épuisés, à bout de nerfs, mais il fallait avancer. Jules, qui avait été étrangement silencieux pendant la nuit, s'est levé en dernier. Lorsqu'il s'est enfin réveillé, nous avons tous remarqué quelque chose d'étrange. Ses yeux étaient vides, comme s'il n'était plus là, mais il se levait sans un mot, ses mouvements lents et mécaniques. Sophie a essayé de lui parler, mais il n'a pas réagi. Quand il a tourné son regard vers elle, il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, juste une lueur vide, distante. Maxime a posé une main hésitante sur son épaule, et c'est à ce moment-là qu'il a parlé pour la première fois. Mais ce n'étaient pas ses mots. Ce n'était pas lui. Ils viennent pour nous, c'est trop tard,
Tout est trop tard. Son ton était monotone, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers lui. Nous avons essayé de le secouer, de le ramener à lui, mais il est resté figé, le regard dans le vide. Nous avons dû le porter, le traîner littéralement, pour le mettre près du feu, mais il ne réagissait plus. C'était comme s'il avait été vidé de toute sa volonté, de toute son âme. Le plus terrifiant, c'était ce que nous avons trouvé autour de lui. Il y avait des marques étranges sur le sol, comme si quelqu'un ou quelque chose avait dessiné des symboles avec des branches et des pierres. Des formes qui se ressemblaient à des cercles, entrelacés de lignes bizarres, et au centre, une petite pierre noire, lisse, comme un œil qui nous observait. Une sensation de suffocation m'a envahi à ce moment-là, comme si cet endroit, non, la forêt, avait capturé quelque chose de Jules, et qu'il n'y avait plus rien à faire pour le sauver. Nous avons cherché des réponses. Sophie, tremblante, a fouillé dans les affaires de Jules et a trouvé un vieux carnet en cuir. Il était rempli de dessins, de notes confuses, mais ce qui a retenu notre attention, c'était une phrase écrite en lettres tremblantes. Ils ne nous laisseront jamais partir. C'était comme si Jules savait, depuis le début, ce que cette forêt pouvait faire, mais nous ne l'avions jamais cru. Maxime a proposé qu'on parte immédiatement, qu'on laisse tout derrière nous et qu'on trouve un moyen de sortir, mais je sentais déjà que nous n'avions plus aucune chance de quitter cet endroit. Chaque pas que nous faisions semblait nous ramener toujours plus profondément dans la forêt, comme si elle s'était refermée sur nous. Au bout d'un moment, nous avons décidé de lier Jules à un arbre, pensant que cela pourrait l'empêcher de s'échapper ou de nous entraîner dans une folie qu'il semblait déjà avoir engloutie. Nous avons éteint le feu et, avec une dernière tentative désespérée, nous avons marché. Mais chaque ombre nous suivait. Nous avons marché pendant des heures, sans savoir où nous allions, mais chaque pas semblait nous éloigner encore plus de la sortie. La forêt, avec sa densité implacable, nous emprisonnait de plus en plus, chaque arbre, chaque buisson nous paraissant semblable au précédent. Il n'y avait aucune lumière qui perçait à travers le feuillage épais, aucune indication de direction. C'était comme si la forêt elle-même avait effacé tout repère, nous faisant tourner en rond, toujours plus loin du camp, mais jamais plus près de la fin. Le comportement de Jules ne faisait qu'empirer. Il ne disait plus rien, mais parfois, un léger sourire passait sur ses lèvres, comme s'il se trouvait dans un autre monde, à des années-lumière de nous. Sophie, les larmes aux yeux, murmurait que nous devions retourner au camp, mais Maxime était convaincu que nous devions continuer. Il n'y avait plus de débat. Le sol était jonché de feuilles mortes, et chaque craquement sous nos pieds résonnait dans le silence pesant qui nous entourait. C'est alors que j'ai vu les symboles. Ils étaient là, sur les troncs des arbres autour de nous, gravés profondément dans l'écorce, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait tracés avec une précision morbide. Je me suis arrêté, figé, en reconnaissant certains des mêmes motifs que ceux que nous avions trouvés près de Jules. Ils se répétaient maintenant partout, formant une sorte de réseau qui nous enfermait encore plus dans cette réalité cauchemardesque. J'ai eu l'impression que ces symboles nous regardaient, nous observaient, et que nous étions maintenant des pièces d'un puzzle maléfique dont il n'y avait aucune issue. Maxime a commencé à courir. Il a crié quelque chose que je n'ai pas compris, mais il s'était lancé dans la direction opposée, comme s'il avait vu une chance de s'échapper. Je l'ai suivi, terrifié, et c'est alors que nous avons entendu ce bruit. Un bruit qui venait des profondeurs de la forêt. Un grondement sourd, comme une respiration massive, profonde, presque vivante. C'était la forêt qui respirait. Le sol semblait vibrer sous nos pieds, et les arbres autour de nous se sont penchés, comme s'ils se préparaient à nous engloutir. Nous avons couru, encore et encore, mais la forêt ne nous laissait pas partir. C'était comme si elle se refermait sur nous, bloquant chaque chemin, chaque sortie possible. À un moment, j'ai eu l'impression que la lumière autour de nous se distordait, que nous étions piégés dans un espace hors du temps. Le silence était devenu assourdissant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle, attendant le moment où nous cesserions de lutter. Puis, tout à coup, tout s'est arrêté. Nous étions de nouveau dans la clairière, là où nous avions monté notre camp. Mais quelque chose était différent. Le feu était éteint, les sacs laissés sans ordre, comme si nous n'étions jamais partis. Jules était là, immobile, les yeux vides, mais cette fois, il n'était plus seul. Autour de lui, des ombres s'étaient formées, floues, se mouvant dans les coins de ma vision. Je n'ai jamais su si c'était réel, ou si j'avais perdu complètement la raison. Je me suis retrouvé seul, sans savoir comment j'étais revenu ici. J'ai quitté la forêt en courant, sans me retourner. Mais même après avoir quitté cet endroit, je ressens encore sa présence. Les ombres ne disparaissent jamais complètement. Elles me suivent, m'observent, et je sais au fond de moi qu'elles ne me lâcheront jamais. Nuit Noire n'a jamais cessé de me hanter.
Je me souviens encore de cette nuit où tout a commencé, dans la forêt de Fontainebleau. Nous étions 4, moi, Marc, Clara, Julien et Sophie. L'idée d'un week-end d'aventure nous avait enthousiasmés. Fontainebleau, avec ses rochers imposants et ses sentiers labyrinthiques, semblait être l'endroit parfait pour échapper à la routine. Les légendes locales? Rien de plus que des contes pour effrayer les touristes. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. La route jusqu'à la forêt s'était déroulée sans encombre. Le soleil déclinait à l'horizon, plongeant peu à peu les arbres dans une lumière dorée. Quand nous sommes arrivés, l'air avait déjà changé. Il y avait quelque chose d'oppressant, mais je n'y avais pas prêté attention sur le moment. Clara, avec son éternel sourire, avait plaisanté. Si on entend des fantômes ce soir, Marc sera notre bouclier humain. Tout le monde avait ri. Moi aussi, mais une étrange sensation me chatouillait déjà l'échine. Une intuition sourde, comme un avertissement que je ne pouvais pas ignorer. Nous avons planté nos tentes près d'un petit espace dégagé, entouré par les arbres. Les cimes étaient si hautes qu'elles semblaient former une voûte au-dessus de nous, ne laissant passer que quelques maigres rayons de lumière. L'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition emplissait l'air. Julien, toujours le plus téméraire, avait insisté pour explorer un peu avant la tombée de la nuit. Allons repérer les meilleurs rochers pour demain, avait-il lancé avec enthousiasme. Nous l'avions suivi, gravissant quelques pentes escarpées jusqu'à un point où la forêt s'épaississait encore plus. Le silence était frappant. Pas un chant d'oiseau, pas un bruissement de vent. Rien. Juste le craquement de nos pas sur le sol. Ce n'est que lorsque nous sommes retournés au camp que j'ai réalisé à quel point ce silence pesait. Sophie, qui d'habitude parlait sans arrêt, semblait elle aussi un peu tendue. Elle l'a dit en riant, mais je pouvais percevoir une certaine nervosité dans sa voix. Cette forêt est trop calme. On dirait qu'elle attend quelque chose. La nuit est tombée rapidement, plus vite que je ne l'aurais cru. Nous avions allumé un feu, essayant de chasser l'obscurité qui s'infiltrait partout. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les troncs des arbres. C'était beau, presque hypnotisant, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression d'être observé. Pourtant, chaque fois que je relevais la tête, je ne voyais rien d'autre que le noir impénétrable de la forêt. Nous avons passé la soirée à rire, à raconter des histoires, à manger des marshmallows grillés. Mais dans le fond de mon esprit, une pensée persistait, quelque chose n'allait pas. Je n'avais aucune preuve, juste cette impression viscérale, ce malaise que je ne pouvais expliquer. Et lorsque la première branche a craqué dans l'obscurité, j'ai su que ce sentiment n'était pas infondé. La première branche qui a craqué a attiré notre attention, mais Julien, fidèle à lui-même, a éclaté de rire. Probablement un chevreuil ou un sanglier, rien de bien méchant, a-t-il dit en haussant les épaules. Clara, toujours un peu nerveuse, s'est blottie plus près du feu. Oui, mais c'était quand même assez proche, non? On s'est tous tournés vers la forêt, scrutant l'obscurité. Le feu était notre seule source de lumière, et au-delà de son halo, tout n'était qu'ombre et mystère. À cet instant, j'ai ressenti un frisson glacé courir le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement la fraîcheur de la nuit. C'était autre chose. Une présence. Relax, Clara. S'il y avait quelque chose, on l'aurait vu, a répondu Sophie, toujours pragmatique. Mais sa voix trahissait une pointe d'hésitation, imperceptible pour les autres. Moi, je l'ai entendu. Quelques minutes plus tard, le bruit s'est répété, cette fois plus distinct, un craquement net, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait sur des branches mortes. C'était trop rythmé, trop précis pour être un simple animal. Nous avons échangé des regards, cherchant à lire sur les visages des autres une explication rationnelle. Personne n'a parlé, mais je pouvais voir la même pensée dans leurs yeux. Ce n'était pas normal. Julien, cherchant à prouver qu'il n'avait peur de rien, a pris une lampe torche et s'est levé. Je vais jeter un coup d'œil. Qui vient avec moi? Personne n'a répondu. L'idée de s'aventurer dans cette obscurité semblait insupportable. Finalement, Clara s'est levée à contre-cœur, le suivant de près, tandis que Sophie et moi restions près du feu. Ils ont disparu dans les ténèbres, et tout est redevenu silencieux. Un silence pesant, presque oppressant. Sophie et moi avons échangé quelques mots nerveux, essayant de briser cette atmosphère étouffante. Le feu crépitait faiblement, projetant des ombres étranges autour de nous. Puis, soudain, un cri. Pas un cri humain, ni un cri d'animal. C'était quelque chose entre les deux, un hurlement rauque et désarticulé qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Je me suis figé, incapable de bouger. Sophie a agrippé mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair. Julien et Clara sont revenus en courant quelques instants plus tard, les visages blêmes, les regards terrifiés. Il n'y a personne, mais il y a des traces, a balbutié Julien. Clara était en larmes. Des traces de pas?
Mais elles sont bizarres. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus. Dans mon esprit, je pouvais déjà les imaginer, des empreintes impossibles, qui ne pouvaient appartenir à aucun être vivant que je connaissais. La deuxième nuit est arrivée comme un coup près. Après les événements de la veille, nous étions tous sur les nerfs, mais personne n'osait le montrer. Nous avons décidé de renforcer notre campement. Le feu restait alimenté en permanence, nos lampes torchées étaient à portée de main, et Julien avait trouvé une branche robuste qu'il utilisait comme bâton. Juste au cas où, avait-il dit en souriant nerveusement. Mais malgré nos précautions, l'atmosphère était différente. La forêt semblait plus sombre, plus oppressante, comme si elle se refermait sur nous. Les sons étaient revenus, craquements, bruissements dans les feuillages, toujours juste hors de portée de nos lumières. C'était comme si ça jouait avec nous, testant nos limites. Aux alentours de minuit, Clara a été la première à céder. Elle fixait l'obscurité au-delà du feu, ses yeux écarquillés et remplis de larmes. « Je l'ai vue » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Vu quoi » a demandé Sophie, tentant de garder son calme. Clara a levé une main tremblante pour désigner les arbres. Quelque chose. C'était grand, et ça me regardait. Julien s'est levé d'un bond, sa lampe torche balayant les alentours. Il n'y a rien ici. C'est ton imagination, Clara. Cette foutue forêt te monte à la tête. Mais je savais qu'elle disait la vérité. Moi aussi, je sentais ce regard, ce poids invisible qui pesait sur nous. Le bruit a repris, plus proche cette fois. Un craquement sourd, suivi d'un souffle long et rauque. Pas un souffle humain. Une odeur immonde nous a enveloppés, un mélange de terre humide, de chair en décomposition et de quelque chose d'indescriptible. Et puis, tout s'est accéléré. Une forme s'est déplacée à la lisière de notre campement, juste à la limite de la lumière du feu. Elle était rapide, presque floue, mais je l'ai vue. Une silhouette tordue, humanoïde mais anormale. Ses membres semblaient trop longs, et sa peau pâle brillait faiblement dans l'obscurité. Clara a hurlé, et Julien a brandi son bâton en direction de la créature, comme si cela suffirait à la repousser. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle s'est rapprochée, lentement, comme pour nous évaluer. Sophie a attrapé mon bras. On doit partir, maintenant? Mais avant que nous puissions bouger, un bruit sourd a retenti derrière nous. Nous nous sommes retournés, et c'est là que nous avons compris, il n'y en avait pas qu'une. Nous étions encerclés. La première silhouette que nous avions vue n'était qu'un éclaireur, ou peut-être une diversion. Tout autour de nous, à la limite de la lumière vacillante du feu, des formes indistinctes bougeaient entre les arbres. Leur présence était presque imperceptible, mais je pouvais les sentir, leurs yeux nous fixant depuis l'ombre, scrutant chacun de nos mouvements. Le feu était notre seule protection, un maigre rempart contre cette menace invisible. Julien, toujours en tête, brandissait son bâton avec désespoir. On ne va pas rester là comme des proies. Si on bouge maintenant, on peut leur échapper. Mais Clara, effondrée près du feu, secouait la tête frénétiquement. Non, si on part, elles nous attraperont. Elles attendent qu'on quitte la lumière. Son intuition avait du sens. Ces choses semblaient craindre le feu, ou du moins hésiter à s'approcher trop près. Mais combien de temps pourrions-nous tenir? Les flammes faiblissaient, et personne n'osait s'éloigner pour chercher du bois. Puis, un cri. Pas le nôtre, pas humain. Un hurlement guttural et déchirant qui semblait venir de partout à la fois. Les silhouettes se sont figées un instant, comme en attente d'un signal. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai regardé Sophie, ses yeux remplis de larmes et de terreur. « Qu'est-ce qu'on fait » a-t-elle chuchoté, mais je n'avais aucune réponse. Tout s'est passé très vite. Une des créatures a surgi des ténèbres, se jetant sur Clara. Son cri a percé la nuit, mais il a été rapidement étouffé par la masse informe qui l'a entraîné hors de la lumière. Julien a bondi, hurlant son nom, mais il était trop tard. Tout ce qu'il a trouvé en s'avançant était une traînée de sang sur les feuilles mortes. Nous étions paralysés, incapables de bouger ou de réfléchir. Puis, comme si la forêt elle-même avait décidé de nous achever, le vent s'est levé, soufflant les braises du feu et réduisant encore plus notre cercle de lumière. « On ne peut pas rester ici », ai-je finalement murmuré, ma voix à peine audible. Julien, tremblant de rage et de peur, a acquiescé. « D'accord, on court, ensemble. Peu importe où, mais on bouge. » Nous nous sommes levés, prêts à nous lancer dans l'inconnu. Les silhouettes semblaient attendre ce moment, leurs mouvements devenant plus rapides, plus agressifs. Le sentiment de chasse était palpable. Quand nous avons fait le premier pas hors du cercle de lumière, j'ai su que nous entrions dans leur terrain. Nous avons couru comme si notre vie en dépendait, parce que c'était précisément le cas. Chaque pas résonnait dans la forêt, les branches griffant nos jambes et nos bras,
les ombres des créatures glissant entre les arbres, toujours juste derrière nous. Julien menait la course, son bâton brandi comme une arme dérisoire. Sophie était juste devant moi, sa respiration saccadée se mêlant à mes propres halètements. « Ne regarde pas en arrière » a-t-il crié. Mais bien sûr, j'ai regardé. Elles étaient là, plusieurs, peut-être une dizaine, leurs silhouettes tordues bondissant entre les troncs comme des prédateurs en chasse. Leurs mouvements étaient à la fois fluides et saccadés, comme si elles défiaient les lois naturelles. Leurs yeux brillaient d'une lueur sinistre, et leurs membres trop longs semblaient capables de nous atteindre à tout moment. Soudain, un cri. Julien s'est retourné, et j'ai vu Sophie trébucher, sa cheville prise dans une racine. Elle tendait la main vers moi, des larmes coulant sur son visage. « Aide-moi » Je me suis arrêté, malgré l'instinct qui me hurlait de continuer. Je me suis précipité pour la relever, mais il était déjà trop tard. Une des créatures était sur elle, ses mains griffues l'agrippant et l'entraînant dans l'obscurité. Ses cris se sont éteints en un instant. Julien et moi n'avons pas eu d'autre choix que de continuer. Nous avons couru jusqu'à ce que nos jambes ne puissent plus nous porter, jusqu'à ce que nos poumons brûlent. La forêt semblait infinie, ces arbres se resserrant autour de nous comme un piège vivant. Enfin, nous avons atteint une clairière. La lumière de l'aube commençait à percer, chassant les ombres. Julien s'est effondré au sol, tremblant, ses mains couvertes du sang de Clara et de Sophie. Je me suis retourné, scrutant les arbres. Les créatures étaient parties. Elles semblaient fuir la lumière du jour. Nous étions en sécurité, du moins pour l'instant. Mais la clairière n'offrait aucun réconfort. Les souvenirs de cette nuit étaient gravés dans ma mémoire, et je savais que je ne pourrais jamais les effacer. Julien et moi avons marché pendant des heures avant de retrouver une route. Nous avons été recueillis par un couple de randonneurs, mais nos explications étaient incohérentes, et personne ne croyait à notre histoire. Même aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous avons vu cette nuit-là dans la forêt de Fontainebleau. Mais une chose est sûre, ces créatures existent, et elles attendent, là-bas, dans l'obscurité. Nous avions décidé, mon partenaire et moi, de partir à l'aventure dans les montagnes isolées du Vercors. L'idée de quitter la ville, son bruit incessant et son chaos, nous avait séduits depuis des semaines. La journée avait commencé ensoleillée, parfaite pour une randonnée. Nous avions prévu de planter notre tente près d'un ruisseau et de profiter de la tranquillité, loin de tout. Mais, comme souvent en montagne, la météo avait rapidement changé. Les premières gouttes de pluie tombèrent au moment où nous atteignions une clairière bordée de pins. Le ciel, autrefois dégagé, s'était transformé en une masse grisâtre et menaçante. Le vent sifflait à travers les arbres, emportant avec lui l'idée même de camper en plein air. C'est alors que nous l'avons vue. La cabane était là, au détour du sentier, à demi dissimulée par des branches et la brume montante. Elle paraissait vieille, abandonnée depuis des décennies, ses murs en bois ternis et rongés par le temps. Les volets pendaient de travers, et la porte, légèrement entrebâillée, grinçait sous le vent. Mon instinct me criait de ne pas entrer, mais la pluie s'intensifiait et la nuit tombait rapidement. Nous n'avions pas d'autre choix. À l'intérieur, l'air était lourd, comme s'il n'avait pas été respiré depuis des années. Une odeur de moisi et de bois pourri flottait dans la pièce. Il y avait une vieille cheminée, remplie de cendres noires, et une table bancale couverte de poussière. Les murs portaient des traces de griffures ou de marques indéchiffrables, comme si quelqu'un avait tenté de graver quelque chose avant de partir, ou pire. Je sentais mon cœur battre plus vite, mais mon partenaire, toujours rationnel, déclara que c'était un simple abri laissé à l'abandon. Nous avons installé nos affaires, essayant d'ignorer l'atmosphère pesante qui semblait s'épaissir à mesure que la pluie tambourinait sur le toit. Assis sur le sol, nous avons mangé en silence, troublés par les craquements du bois autour de nous. Chaque bruit, même le plus anodin, semblait amplifié, résonnant comme un écho dans cet espace exigu. Je voulais croire que tout irait bien. Mais une part de moi savait, au fond, que quelque chose n'allait pas. La nuit s'installait, enveloppant la cabane d'une obscurité presque palpable. La pluie continuait de marteler le toit, et le vent faisait craquer les vieilles planches des murs. Mon partenaire était allongé, les bras croisés derrière la tête, tentant de trouver le sommeil malgré l'inconfort du sol. Moi, je restais éveillé, incapable de fermer l'œil. Une étrange impression m'oppressait, comme si nous n'étions pas seuls. C'est alors que je l'ai entendu. Une voix, d'abord faible, presque imperceptible, comme un murmure porté par le vent. Je me suis figé, pensant avoir rêvé. Mais le son revenait, plus clair cette fois. Une voix humaine, indéniablement, mais impossible d'en distinguer les mots. C'était comme une conversation lointaine, quelque part dehors, au milieu des arbres.
Je me suis levé doucement pour ne pas réveiller mon partenaire et me suis approché de la fenêtre. Le verre, crasseux et embué, ne laissait voir que des ombres mouvantes. La pluie, les branches qui se balançaient, et au-delà, un brouillard épais. Pourtant, je n'ai vu personne. Je suis resté là, à écouter. Les voix continuaient, fluctuantes, comme si elles dansaient dans le vent. Par moments, elles semblaient s'éloigner, puis revenir tout près, juste derrière la cabane. Une montée de frissons a parcouru mon dos. « Tu entends ça » chuchotai-je en secouant légèrement mon partenaire. Il ouvrit un œil, grognon, et se redressa à contre-cœur. « Quoi » Je fis signe de se taire, le doigt sur mes lèvres, tendant l'oreille. Mais à ce moment précis, tout s'arrêta. Plus de voix, juste le bruit de la pluie et du vent. « C'est rien » murmura-t-il en se recouchant. « Le vent, probablement. Essaie de dormir. » Mais je savais que ce n'était pas le vent. Ces voix étaient trop humaines, trop réelles. Mon regard retourna vers la fenêtre, et cette fois, je crus voir une silhouette dans le brouillard, une forme vague, immobile. Mais à peine avais-je cligné des yeux qu'elle avait disparu. Mon cœur battait à tout rompre. Je voulais partir, quitter cet endroit, mais la tempête rendait cela impossible. Nous étions coincés ici, au milieu de nulle part, avec quoi que ce soit qui se trouvait là dehors. La nuit avançait, et malgré mes efforts pour me convaincre que je devais me reposer, l'angoisse ne cessait de me ronger. Les voix avaient cessé, mais elles laissaient derrière elles une lourde atmosphère, comme si la cabane elle-même était devenue un piège. Mon esprit s'emballait, cherchant une explication rationnelle, mais rien n'avait de sens. J'essayais de me rendormir, me blottissant dans mon sac de couchage. Mais à peine avais-je fermé les yeux que j'entendis un bruit, faible, provenant de l'extérieur. Un craquement, suivi d'un léger frôlement, comme si quelqu'un passait près de la porte. Je me redressai brusquement, mon cœur battant la chamade. Je n'étais pas fou, quelque chose se passait ici, quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Je me tournai vers mon partenaire pour lui en parler, mais il n'était plus là. La panique monta instantanément en moi. J'appelai son nom dans le silence de la nuit, mais aucune réponse. Le sol où il avait dormi était maintenant vide, son sac de couchage soigneusement replié, comme s'il n'avait jamais été utilisé. Mon estomac se serra. Je me levai précipitamment, le regard fuyant chaque coin sombre de la cabane. La porte était toujours fermée, aucune trace de lutte, rien qui puisse expliquer son absence. Je cherchai frénétiquement dans les autres pièces, criant son nom à travers les murs délabrés. Quand je suis sorti, l'air frais de la montagne me frappa immédiatement. La brume recouvrait tout, rendant tout flou et irréel. J'avançai à tâtons, appelant encore, espérant qu'il allait apparaître de l'obscurité. Mais il n'y avait rien, pas un bruit, pas un mouvement. Je commençai à paniquer véritablement. Il ne pouvait pas être allé loin, la tempête rendait la visibilité presque nulle. Je retournai à la cabane, pensant que peut-être il s'était caché pour me faire une blague, mais la porte, que j'avais laissée entr'ouverte, était maintenant fermée. C'était impossible. Je forçai la poignée et entrai précipitamment, espérant le trouver à l'intérieur, mais il n'y avait toujours aucune trace de lui. C'était comme s'il avait disparu, englouti par l'obscurité. Je me souvins alors des voix que nous avions entendues plus tôt. Ce n'était pas le vent, pas une illusion. Elles nous avaient attirés ici, dans ce piège sans issue. Et maintenant, elles avaient pris mon partenaire. La terreur m'envahit alors, une terreur sourde et profonde. Je n'étais plus seul, pas de façon physique, mais les échos de ceux qui étaient morts ici, bien avant nous, étaient là, tout autour de moi. Et je savais que je n'allais pas m'en sortir. Je ne savais plus quoi faire. Mon esprit était en tourmente, pris entre la panique et un sentiment de culpabilité qui me dévorait. J'avais perdu mon partenaire, et tout autour de moi semblait conspirer contre moi. La cabane, qui auparavant semblait simplement déserte et abandonnée, prenait maintenant une toute autre dimension. Elle n'était plus un simple refuge, mais une sorte de piège ancien, un endroit où le temps et l'espace se confondaient. Je décidai de chercher une réponse, de comprendre ce qui se passait. Peut-être qu'en fouillant un peu plus dans la cabane, je trouverais un indice, quelque chose qui expliquerait l'inexplicable. Je me dirigeai vers le coin le plus sombre de la pièce principale, là où un vieux coffre en bois, usé par le temps, trônait près de la cheminée éteinte. L'odeur de moisissure se faisait plus forte à mesure que je m'approchais. Le coffre était verrouillé, mais la serrure était en piteux état, presque comme si elle avait été brisée à plusieurs reprises. Avec un morceau de fer trouvé dans un coin, je réussis à forcer la serrure. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésor ou d'objets précieux, mais une pile de papier jauni par le temps. Des lettres, des photos décolorées, des coupures de journaux anciennes. En feuilletant les documents, je tombai sur un carnet,
dont les pages étaient couvertes de notes manuscrites. Les écrits parlaient d'une famille qui avait autrefois vécu ici, il y a des décennies. Une famille qui, à première vue, semblait ordinaire, mais qui avait été frappée par une série d'événements tragiques. Le père, un homme mystérieux et taciturne, avait parlé de voix dans les montagnes dans ces derniers jours, avant de disparaître sans laisser de traces. La mère avait, quant à elle, pris un aspect de plus en plus étrange, presque dérangé, écrivant des lettres à des inconnus, parlant de malédictions et de démons qui résidaient dans la montagne. Les enfants étaient les derniers à être partis, mais aucun d'eux n'avait survécu longtemps après. L'un était tombé d'une falaise, l'autre s'était noyé dans un ruisseau, et le dernier, selon les témoignages, avait disparu mystérieusement une nuit, sans que personne ne sache où il avait été emmené. En lisant ces histoires, une sensation glacée me traversa. Je compris alors que les voix que nous avions entendues, et le malaise étrange qui m'envahissait, n'étaient pas des coïncidences. Elles appartenaient à ces anciens habitants, ceux qui étaient morts dans des circonstances aussi sombres que leurs esprits restaient pris au piège ici, dans cette cabane, à hanter les vivants. Et tout autour de moi, je pouvais sentir leur présence, comme si leurs yeux invisibles m'observaient, attendant que je devienne une nouvelle victime de leur malédiction. Le bruit d'un craquement, lourd et proche, m'arracha à mes pensées. Je sursautai, puis je me précipitai vers la fenêtre. Je ne voulais pas voir ce qui se trouvait dehors, mais mes yeux ne purent s'empêcher de scruter l'obscurité. Une forme floue bougeait dans le brouillard. Je distinguais à peine les contours, mais il était impossible de se tromper. C'était mon partenaire, ou du moins, c'était ce qui en restait. Je voulus crier, courir, mais mes jambes refusèrent de bouger. Il n'était plus lui? Pas tout à fait. C'était une silhouette déformée, avec des traits qui semblaient se décomposer sous mes yeux. Et alors qu'il me fixait, un sourire tordu se dessina sur son visage. Je fermai les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais quand je les rouvrirai, je savais que tout aurait changé. Et moi aussi. Je me retrouvais là, seul, au bord de la folie, le regard figé sur cette silhouette dans le brouillard. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, chaque battement résonnant comme un tambour dans l'immensité silencieuse de la montagne. La forme, ou plutôt ce qui en restait, continua de me fixer, un sourire grotesque se dessinant sur ce qui semblait être le visage de mon partenaire. Je savais que je devais fuir. Je n'avais plus d'illusion. Ce n'était pas mon ami qui se tenait là, ce n'était pas la même personne. Ce monstre, ou ce spectre, n'était qu'une facette déformée de ce qu'il avait été. Je m'élançai vers la porte, mes mains tremblant alors que je tentais d'ouvrir le loquet. Mais avant même que je puisse mettre un pied à l'extérieur, une voix, familière et glacée, retentit derrière moi. « Ne pars pas !» C'était sa voix, mais distordue, à peine reconnaissable, comme si des milliers d'échos la traversaient. Je me retournai brusquement, mon corps tout entier tendu par la terreur. La silhouette était plus proche, trop proche maintenant. Elle avança d'un pas lent, presque menaçant, les yeux noirs comme l'encre fixés sur moi. Je n'avais plus le choix. Je courus à travers la cabane, renversant tout sur mon passage, mais à chaque mouvement, le sol semblait se dérober sous mes pieds. Il n'y avait plus de logique, plus de réalité. Tout devenait flou, indistinct, comme un mauvais rêve qui ne voulait pas se terminer. Je cherchais un moyen de sortir, un seul, mais les fenêtres étaient bloquées, la porte impossible à ouvrir. L'air devenait lourd, suffocant. Et puis, je vis une lueur. À travers un coin de la pièce, la lueur d'une bougie vacillante. C'était l'entrée d'un sous-sol, que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. La porte était entr'ouverte, et une faible lumière semblait émaner de l'intérieur. Sans réfléchir, je me précipitai vers cette ouverture, espérant échapper à l'invisible prédateur derrière moi. Une fois dans le sous-sol, l'air devint encore plus froid, glacé, comme si j'étais tombé dans un abîme sans fond. Je m'enfonçai dans l'obscurité, jusqu'à ce que mes yeux s'habituent à l'obscurité. Ce que je trouvai alors me fit frissonner de terreur. Des objets abandonnés, des vieilles couvertures, des outils rouillés, mais au centre de la pièce, il y avait un petit cercle, dessiné au sol avec de la poussière et de la cire, comme une sorte de symbole rituel. Je m'agenouillai et observai attentivement les marques. Puis, une pensée, aussi folle qu'elle paraissait, traversa mon esprit. Ce cercle, ce symbole, était la clé. C'était un piège, un ancien piège, conçu pour enfermer les âmes perdues, les âmes des anciens habitants, celles qui hantaient la montagne. Et maintenant, je faisais partie de ce cercle, un nouveau participant dans cette danse macabre. Je sentis une présence derrière moi. Je n'osais me retourner. Les murmures, les voix, elles revenaient, s'intensifiant, m'enveloppant. C'étaient eux, tous ceux qui étaient morts ici, leurs âmes piégées dans la montagne,
et je savais que je n'allais jamais sortir de cet endroit. Les voix m'imploraient de rejoindre leur rang, de devenir une partie de cette légende sombre. Je fermai les yeux, pensant que tout était fini. Mais quand je les rouvris, il n'y avait plus de cabane, plus de montagne. Il n'y avait que l'obscurité éternelle, l'écho de milliers de voix, et une promesse silencieuse que je resterais là, à jamais, parmi ceux qui ne pouvaient trouver la paix. Nous étions arrivés en Provence en fin d'après-midi, impatients de découvrir ce coin isolé dont tout le monde parlait. Le paysage était à couper le souffle. Des champs de lavande s'étendaient à perte de vue, baignés par une lumière dorée. Au loin, sur une petite colline, se dressaient les ruines d'une vieille chapelle. C'était là que nous avions décidé de camper. L'endroit semblait parfait, paisible, hors du temps, et surtout loin des foules de touristes. Quand nous avons monté nos tentes, un vieil homme du village voisin est passé sur un chemin étroit, s'appuyant sur une canne en bois. Il s'est arrêté pour nous observer un moment avant de dire, presque en chuchotant, « Vous savez, cette chapelle n'est pas comme les autres. On dit qu'elle attire les âmes perdues. » Nous avons ri nerveusement, pensant qu'il essayait simplement de nous effrayer. Mais son regard était grave, presque compatissant. Avant de reprendre son chemin, il ajouta, « Si vous entendez des chants cette nuit, partez sans vous retourner. » Nous avons échangé des regards, un mélange d'excitation et de malaise. Ce genre d'histoire faisait partie du charme de l'endroit. Non, une vieille légende pour ajouter un peu de frisson. Nous avons fait un feu, partagé des anecdotes, et bu quelques verres en admirant le coucher de soleil. La chapelle, bien que délabrée, avait une allure imposante. Ses murs fissurés semblaient raconter des siècles d'histoire, et sur la façade, on pouvait encore voir les restes d'un vieux crucifix en pierre. Quand la nuit est tombée, le silence est devenu presque oppressant. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, mais il y avait quelque chose de plus, un poids dans l'air, comme si nous étions observés. Une amie, Chloé, a proposé d'explorer la chapelle, mais nous avons tous décliné. Pas par peur, bien sûr, mais il y avait une sorte de respect tacite pour ce lieu. Nous avons plaisanté sur les histoires de fantômes pour détendre l'atmosphère, mais au fond, personne n'était totalement à l'aise. Pendant que nous nous préparions à dormir, je me suis surpris à regarder fréquemment en direction de la chapelle. Dans l'obscurité, elle ressemblait à une ombre massive, et chaque craquement dans les bois semblait amplifier mes battements de cœur. Ce n'était que le début, mais je sentais déjà que cette nuit ne serait pas comme les autres. La première chose étrange est arrivée vers minuit. J'étais allongé dans ma tente, les yeux grands ouverts, incapable de trouver le sommeil. Le vent s'était levé, sifflant entre les arbres, mais ce n'était pas ce qui me dérangeait. Non, c'était ce son. Un murmure lointain, faible, mais distinct. Ça ressemblait à des voix, ou plutôt à des chants, quelque chose d'ancien, presque religieux. Au début, je me suis dit que c'était mon imagination. Peut-être le vent jouait-il des tours à mes oreilles. Mais plus j'écoutais, plus les sons devenaient clairs, des voix graves, entonnant une sorte de prière dans une langue que je ne comprenais pas. C'était rythmé, hypnotique, mais aussi profondément inquiétant. Je suis sorti de ma tente, frissonnant dans l'air frais de la nuit. Le campement était silencieux, à part les ronflements étouffés de certains. Mais là, au loin, venant de la direction de la chapelle, j'entendais ces chants. Ils semblaient venir de l'intérieur, mais comment était-ce possible? La chapelle était abandonnée depuis des siècles. Je me suis approché de Chloé, qui dormait dans une tente voisine, et je l'ai secouée doucement. Elle s'est réveillée en sursaut, irritée. « Qu'est-ce que tu fais? Il est tard. »« Écoute, » ai-je murmuré. « Tu entends ça? » Elle a tendu l'oreille, et son expression a changé. Elle n'était plus irritée, mais inquiète. « C'est quoi, ça? On dirait des chants ?» Nous avons réveillé les autres. Peu à peu, chacun sortait de sa tente, les visages fatigués mais rapidement alertes. Les chants continuaient, toujours aussi lointains, mais impossibles à ignorer. L'un d'entre nous, Thomas, a tenté de les enregistrer avec son téléphone, mais quand il a vérifié l'audio, tout ce qu'on pouvait entendre, c'était un souffle sourd, comme si quelque chose brouillait volontairement le son. « Ce n'est rien, » a dit Julien, l'un des plus sceptiques du groupe. Des touristes ou des habitants du coin qui s'amusent à faire peur aux gens. À cette heure-ci, avec des chants comme ça n'a aucun sens, a répliqué Chloé. Et puis, il y a eu le premier choc. Dans l'ombre des arbres, à la périphérie du camp, j'ai vu une silhouette. Une forme humanoïde, immobile, à moitié cachée par le tronc d'un grand pin. Mon souffle s'est coupé. Là-bas, vous voyez ça? Tout le monde a tourné la tête, mais la silhouette avait disparu. Julien a éclaté de rire, un rire nerveux. Tu te fais des idées.
On est tous fatigués. Mais je savais ce que j'avais vu. Et ce n'était pas mon imagination. Les chants se sont arrêtés brusquement, comme si on avait coupé le son d'un haut-parleur. Le silence qui a suivi était pire, lourd et étouffant. Chloé a murmuré, presque pour elle-même. On aurait dû écouter ce vieux monsieur. C'était clair pour moi à ce moment-là, quelque chose nous observait. Et ce n'était pas humain. Le silence était devenu presque insupportable. Même le vent semblait s'être arrêté, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Après plusieurs minutes d'immobilité tendue, Julien, toujours sceptique, a décidé de briser l'atmosphère. Bon, ça suffit. Si c'est une mauvaise blague, je vais la régler tout de suite. Avant qu'on puisse le retenir, il avait déjà allumé sa lampe torche et marché vers la chapelle. Nous avons hésité, mais Thomas, visiblement agacé par la situation, l'a suivi. Je vais avec lui. S'il y a quelqu'un là-bas, on le saura. Chloé et moi avons décidé de rester près du campement. Nous avions une mauvaise impression, mais personne n'osait l'admettre à voix haute. Pourtant, la tension dans l'air était palpable. Chaque craquement de branche semblait amplifier notre anxiété. De loin, nous pouvions voir les faisceaux des lampes de Julien et Thomas danser sur les murs en ruine de la chapelle. Quelques minutes se sont écoulées. Puis 10. Le temps semblait s'étirer, et toujours aucun signe d'eux. Chloé a murmuré. Ça fait trop longtemps. Ils auraient dû revenir. Je n'ai pas répondu, mais je savais qu'elle avait raison. Finalement, n'y tenant plus, nous avons pris une lampe et décidé d'aller les chercher. Les autres du groupe, terrifiés, ont préféré rester près du feu. En approchant de la chapelle, un froid glacial nous a enveloppés, bien plus intense que la fraîcheur nocturne habituelle. L'air avait changé, chargé d'une odeur étrange, un mélange d'encens rance et de quelque chose de métallique, presque comme du sang. Julien, Thomas, avons-nous appelé à plusieurs reprises, mais seul l'écho de nos voix nous répondait. Lorsque nous sommes entrés dans la chapelle, tout semblait figé dans le temps. Les murs couverts de mousse et de fissures renvoyaient une atmosphère oppressante. Au centre, l'autel en pierre semblait intact, comme si quelqu'un l'avait récemment nettoyé. Mais ce qui a attiré notre attention, ce sont les traces sur le sol, des empreintes de pas. Elles allaient jusqu'à l'autel, mais ne revenaient pas. Nous avons contourné l'autel et découvert quelque chose qui nous a glacés, une longue traînée de terre et de poussière, comme si un corps avait été traîné jusqu'à une trappe au sol. La trappe était entr'ouverte, et un souffle chaud en émanait, accompagné d'un murmure presque imperceptible, comme un bourdonnement lointain. Chloé a reculé, la main sur sa bouche, luttant pour ne pas crier. Mais avant que nous puissions réagir, un cri terrifiant a résonné, venu des profondeurs sous nos pieds. C'était Thomas. Il appelait à l'aide, sa voix déchirée par la panique. « Il est là-dessous !» ai-je crié, mais Chloé m'a attrapé par le bras. « Non, on ne peut pas descendre. Il y a quelque chose là-bas. » À ce moment, les chants ont repris, plus forts, plus proches, résonnant tout autour de nous. Et puis, une ombre a émergé du fond de la chapelle. Une silhouette encapuchonnée, massive, avançant lentement vers nous, comme si elle flottait. La peur m'a paralysé. J'ai agrippé Chloé, et nous avons couru sans nous retourner, laissant derrière nous les cris de Thomas et cette chapelle maudite. Nous avons couru jusqu'au campement, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Mais à notre arrivée, une scène de chaos nous a accueillis. Les tentes étaient renversées, le feu presque éteint, et nos amis avaient disparu. Seul un silence angoissant régnait, interrompu par le bruissement des feuilles dans les arbres, comme si quelque chose s'y déplaçait. Chloé et moi avons crié leur nom, en vain. Tout ce que nous avons trouvé, c'était des traces de pas désordonnés autour du camp, mêlées à des empreintes plus étranges, des formes larges et profondes, comme si elles appartenaient à des pieds nus mais déformés, avec des griffes au bout. Ils ne peuvent pas être loin, ai-je dit, mais ma voix tremblait. Alors que nous fouillions le campement, nous avons remarqué un objet étrange posé sur une pierre près du feu. Un vieux livre, relié de cuir noirci, avec des inscriptions en latin gravées sur la couverture. Je ne l'avais jamais vu auparavant, et il semblait à la fois ancien et sinistre, comme s'il ne devrait pas être là. Chloé, hésitante, a ouvert le livre, et à l'intérieur, nous avons trouvé des pages couvertes de symboles étranges et de dessins macabres, des figures humaines entourées de flammes, des cercles rituels, au centre d'une page, une illustration de la chapelle. Sous le dessin, une phrase en latin. Anima damnata redimer. Sanguine vue, offrande éternelle, racheter les âmes damnées. Du sang neuf, offrande éternelle. Chloé a fermé le livre d'un geste brusque, les mains tremblantes. C'est un rituel. Il cherchait des sacrifices, et nous sommes les prochains. C'est à ce moment-là que nous avons entendu un hurlement. Un cri inhumain, guttural, venant de la direction de la chapelle.
Le sol sous nos pieds a commencé à vibrer légèrement, comme si quelque chose de gigantesque s'éveillait sous terre. Pris de panique, nous avons décidé de retourner à la chapelle. Nous savions que c'était insensé, mais nous devions retrouver nos amis. Le chemin, pourtant simple, semblait s'être transformé. Les arbres semblaient se refermer sur nous, leurs branches tordues comme des bras tendus. En entrant à nouveau dans la chapelle, nous avons découvert une scène encore plus terrifiante. Les murs étaient maintenant couverts de symboles ensanglantés, frais et dégoulinants. Sur l'autel, des bougies s'étaient allumées toutes seules, projetant des ombres mouvantes sur les murs fissurés. Et là, au centre de la pièce, une silhouette encapuchonnée nous attendait. Elle se tenait immobile, mais on pouvait sentir son regard nous transpercer depuis les ténèbres sous son capuchon. Elle tendit lentement la main vers nous, et une voix grave et caverneuse résonna dans toute la chapelle. « Vous êtes venus. L'offrande peut commencer. » Avant que nous ne puissions réagir, le sol sous nos pieds s'est fissuré, révélant un gouffre noir d'où montaient des hurlements et des flammes vacillantes. Une force invisible m'a tiré vers le trou, et Chloé hurlait mon nom, luttant pour m'agripper. Tout autour de nous, des figures spectrales apparaissaient, leurs visages déformés par la souffrance, leurs mains osseuses tendues pour nous entraîner avec elles. Nous étions face à l'enfer lui-même, et il ne nous laisserait pas partir sans un prix. La force invisible m'entraînait inexorablement vers l'abîme béant au centre de la chapelle. Les hurlements qui en provenaient étaient insoutenables, un mélange de supplications et de rires maléfiques qui semblaient s'infiltrer directement dans mon esprit. Chloé, agrippant mon bras de toutes ses forces, hurlait mon nom, mais ses mains glissaient à cause de la sueur et de la poussière qui recouvraient ma peau. Je me suis débattu, luttant de toutes mes forces contre cette emprise surnaturelle. Les silhouettes encapuchonnées qui nous entouraient semblaient se rapprocher, leurs formes éthérées se tordant et changeant comme des flammes dans le vent. Leurs chants reprirent, cette fois plus puissants, résonnant dans chaque fissure des murs de la chapelle. Chloé, dans un acte de désespoir, a saisi l'ancien livre que nous avions trouvé près du campement. Elle l'a ouvert au hasard et a commencé à lire les mots en latin, sa voix tremblante mais déterminée. Les silhouettes se figèrent immédiatement, et un silence glacial envahit la pièce. Mais alors que nous pensions avoir gagné un répit, un cri strident, inhumain, s'éleva des profondeurs du gouffre. Une ombre immense, informe, s'échappa des ténèbres. Elle semblait vivante, pulsante, comme si elle était composée de milliers de visages tourmentés fusionnés dans un chaos mouvant. La présence de cette chose écrasait l'air, nous privant presque de toute volonté de résister. Chloé, les larmes aux yeux, m'a regardé. Je crois que le livre peut les arrêter, mais il faut un sacrifice. Je savais ce qu'elle sous-entendait, mais je ne pouvais pas l'accepter. Non, Chloé, on va trouver une autre solution. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit de plus, elle a couru vers l'autel, le livre serré contre sa poitrine. « Je vais les distraire » a-t-elle crié. « Cours !» Les figures spectrales se ruèrent vers elle, mais au moment où elles l'atteignirent, une lumière aveuglante jaillit du livre. La chapelle tout entière trembla, et un vent violent balaya la pièce, comme si une tempête s'était levée à l'intérieur. Dans un dernier regard, Chloé me sourit faiblement. « Dis-leur ce qui s'est passé. Fais en sorte que personne ne revienne ici. » Puis elle disparut dans un éclat de lumière, emportant les ombres avec elle. La chapelle s'effondra autour de moi, et tout devint noir. Je me suis réveillé à l'aube, allongé sur le sol près de ce qui restait de notre campement. Il n'y avait plus de chapelle, seulement une colline vide et silencieuse. Chloé, Julien, Thomas, ils avaient tous disparu, et je savais que je ne les reverrais jamais. Je suis retourné au village, marqué à jamais par cette nuit. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé, les habitants ont baissé les yeux, refusant de répondre. Mais un vieil homme m'a murmuré, juste avant de partir. La chapelle ne prend que ceux qui osent défier son repos. Vous êtes chanceux d'être encore là pour raconter cette histoire. Depuis, je ne dors plus comme avant. Chaque nuit, je me réveille en sursaut, persuadé d'entendre ces chants funestes résonner dans le lointain. Et je prie pour que personne n'ait jamais la folie de retourner dans cet endroit maudit. C'était une idée stupide, et je le savais dès le départ. Mais parfois, on se laisse entraîner par l'excitation des autres, par ce besoin presque enfantin de s'échapper du quotidien. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, mes amis et moi, à planter nos tentes dans les collines de Montmartre, loin des rues animées de Paris. Le soleil déclinait déjà, teintant le ciel de nuances roses et dorées, et l'air était frais, chargé de cette odeur humide de terre et de feuillage. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Un vieil homme, voûté, portant un manteau usé qui traînait presque au sol. Ses yeux semblaient fouiller chaque recoin de notre petit campement, comme s'il cherchait quelque chose. Il s'est approché lentement,
un bâton noueux à la main, et sa voix rauque a brisé le calme. « Vous ne devriez pas être ici. » Nous nous sommes tous figés, surpris par son ton grave. Léo, toujours le plus audacieux de notre groupe, lui a demandé pourquoi. Le vieil homme a plissé les yeux et pointé son bâton vers une direction que nous n'avions pas encore explorée. Là-bas, dans la vieille église. Ne vous en approchez pas. Vous ne comprenez pas ce qui s'y trouve. Bien sûr, nous avons ri. Enfin, surtout Léo et Camille. Moi, je n'étais pas si sûr. Le regard de cet homme, la manière dont il avait prononcé ces mots, il y avait quelque chose de profondément dérangeant. Mais personne ne voulait écouter mes doutes. Une fois qu'il fut parti, le silence est tombé sur nous, mais pas pour longtemps. Camille a décidé qu'il fallait explorer les environs avant que la nuit ne tombe complètement. Et bien sûr, la direction qu'elle a choisie menait droit vers les ruines dont le vieil homme avait parlé. Quand nous sommes arrivés, l'atmosphère avait changé. Les arbres semblaient plus denses, plus sombres, et un étrange vent froid sifflait entre les branches, malgré l'été. La vieille église était là, en partie effondrée, ses murs couverts de mousse et de gravures que je ne pouvais pas déchiffrer. Le clocher était brisé, mais il se dressait encore, comme un doigt pointé vers le ciel. Léo a trouvé un passage pour entrer, un trou béant dans ce qui restait de la façade. À l'intérieur, c'était encore pire. Une odeur de moisissure et de cendres flottait dans l'air, et le sol était couvert de débris et de vieux livres déchirés. L'un d'eux a attiré mon attention. Il semblait presque intact, bien qu'il soit couvert de poussière. Quand je l'ai ouvert, des phrases en latin étaient écrites à la main, avec des symboles que je ne reconnaissais pas. Une page en particulier m'a donné des frissons, un dessin grossier d'un homme agenouillé devant une silhouette monstrueuse, ses mains tendues comme s'il offrait quelque chose. Sous l'image, il y avait ces mots. Pactum in tenebri. Sacrificium aeternum. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit. Un craquement sec, comme si quelqu'un marchait sur une branche derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité qui semblait s'étirer et s'épaissir autour de nous. Cette nuit-là, tout a changé. Après notre exploration des ruines, nous étions tous revenus au campement. Léo avait emporté le livre trouvé dans l'église, malgré mes protestations. Je lui avais dit que ce n'était pas une bonne idée, que ce genre de choses devait rester là où on l'avait trouvé, mais il s'était moqué de moi. Allez, c'est juste un vieux grimoire plein de charabia. Rien de grave. On a essayé de continuer la soirée comme si de rien n'était. Camille avait allumé un feu, et on s'était rassemblés autour, parlant fort pour couvrir ce léger malaise qui semblait peser sur nous depuis notre passage à l'église. Mais le vent avait changé. Il sifflait entre les arbres, emportant avec lui une odeur âcre et métallique, comme si quelque chose brûlait au loin. Vers minuit, tout s'est calmé. Pas seulement nous, mais tout. Plus de vent, plus de bruissement des feuilles, plus de sons d'insectes. Un silence total et oppressant s'est installé, si lourd qu'on pouvait presque le sentir. C'est à ce moment-là que nous avons entendu le premier bruit. Un craquement, net, juste à la lisière des arbres. Nous nous sommes figés, cherchant du regard ce qui l'avait causé. Un animal, peut-être, a murmuré Camille. Mais il n'y avait aucun mouvement. Aucun bruit de course, aucun bruissement de buisson. Rien. Puis, les sifflements ont commencé. Bas, à peine audibles au début, comme si quelqu'un murmurait un chant funèbre au loin. Ils semblaient venir de partout à la fois, tourbillonnant autour de nous. Mon cœur battait à tout rompre. « Vous entendez ça ?» a demandé Alice, la plus calme du groupe, mais sa voix tremblait. On a tous acquiescé, mais personne n'a bougé. C'est Léo qui a brisé le silence, se levant d'un bond. « Bon, assez joué. Qui essaie de nous faire peur ?» Il a crié dans l'obscurité, mais il n'y a eu aucune réponse. Juste ce murmure continu, maintenant accompagné de bruits plus proches, comme des pas lents qui tournaient autour de nos tentes. « Léo, arrête !» lui ai-je lancé, mais il était déjà en train de s'éloigner, sa lampe torche à la main. Il a disparu entre les arbres, et son faisceau lumineux dansait au loin. Nous sommes restés assis, tendus, écoutant. Les bruits ont continué, de plus en plus proches. Puis, un cri, perçant, inhumain. Ce n'était pas Léo. La lampe torche s'est éteinte brusquement, et tout est redevenu noir. Le silence est revenu, mais cette fois, il était encore plus oppressant, comme si l'air autour de nous était devenu plus lourd. « On doit aller le chercher » a chuchoté Alice, sa voix à peine audible. Mais aucun de nous n'a bougé. Quelques minutes plus tard, la lampe de Léo est réapparue au loin. Mais il ne revenait pas. La lumière restait fixe, tremblante, comme si quelqu'un la tenait mais ne bougeait pas. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas Léo qui tenait cette lampe. Le lendemain matin, nous étions tous à bout de nerfs. Léo n'était toujours pas revenu, et personne n'avait dormi. Chaque bruit,
Chaque ombre nous faisait sursauter. Mais il fallait faire quelque chose. Nous ne pouvions pas simplement rester là à attendre. Camille et Alice ont proposé de retourner aux ruines de l'église, persuadés que Léo y avait peut-être trouvé refuge. Je n'étais pas convaincu, mais rester sur place semblait encore pire. Alors, nous avons rassemblé nos affaires et pris le chemin des ruines, chacun de nous sur le qui-vive. Le trajet semblait interminable. Les bois, qui paraissaient si paisibles la veille, avaient maintenant quelque chose de sinistre. Les arbres semblaient plus sombres, plus imposants, leurs branches formant des ombres menaçantes sur le sol. Et ce silence, c'était comme si toute vie avait fui cet endroit. Quand nous sommes arrivés à l'église, l'atmosphère était encore plus oppressante que la première fois. Les gravures sur les murs semblaient avoir changé, ou peut-être étais-je plus conscient de leur étrangeté. Alice a trouvé un symbole tracé au sol avec ce qui ressemblait à du sang séché. « C'est pas possible que ce soit récent », a murmuré Camille, mais sa voix tremblait. Nous avons commencé à fouiller les ruines, appelant le nom de Léo. Mais tout ce que nous avons trouvé, c'était le livre qu'il avait emporté, posé sur l'autel effondré, comme s'il nous attendait. Je n'ai pas voulu y toucher, mais Camille, toujours aussi curieuse, l'a ouvert à une page marquée. Les mots étaient écrits en latin, mais ce n'était pas ce qui m'a glacé le sang. C'était le dessin. Il montrait un homme suspendu dans les airs, entouré de figures sombres et informes qui semblaient l'aspirer dans une sorte de vide noir. Sous le dessin, une inscription. Non violar pactum. Sanguis pro tenebri. Alice, qui avait étudié un peu de latin, a murmuré. Ne violez pas le pacte. Du sang pour les ténèbres. C'est à ce moment-là que nous avons entendu un bruit derrière nous. Un raclement, comme si quelque chose ou quelqu'un traînait les pieds sur le sol. Nous nous sommes tous retournés d'un coup, mais il n'y avait rien. Rien sauf une ombre, immense et déformée, qui semblait s'étirer le long des murs de l'église, bien qu'il n'y ait aucune lumière pour la projeter. Camille a lâché le livre, et il s'est fermé avec un claquement sonore. La température a chuté brutalement, et une voix, grave et sifflante, a résonné dans l'air. Vous avez brisé le sceau. Nous avons couru. Peu importe où, tant que nous quittions cet endroit maudit. Mais une chose était certaine, ce n'était pas seulement une église abandonnée. C'était un piège, une prison. Et nous venions de libérer ceux qui y étaient enfermés. Cette nuit-là, l'enfer s'est déchaîné. Nous étions tous de retour au campement, mais ce n'était plus un refuge. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Aucun de nous n'osait parler de ce que nous avions vu à l'église. Le silence pesait comme une pierre, seulement interrompu par les craquements du feu qui faiblissaient. Puis, ça a commencé. Un bruit sourd, comme un tambour lointain, a résonné dans l'air. Lent au début, mais de plus en plus rapide. Cela venait des bois autour de nous. Alice s'est levée d'un bond, paniquée. « Vous entendez ça » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. On a tous acquiescé, mais personne n'a répondu. Le bruit semblait venir de partout, encerclant notre campement. Puis, les murmures sont revenus. Ce même latin incompréhensible, susurré par des voix multiples, graves et hargneuses. « C'est quoi ça » a crié Camille, serrant une lampe torche comme si sa vie en dépendait. Mais avant que quelqu'un puisse répondre, une des tentes a été violemment projetée en l'air, comme si une force invisible l'avait arrachée du sol. Nous avons tous reculé d'un pas, horrifiés. Les murmures se sont transformés en rires gutturaux, froids, inhumains. Soudain, Alice s'est effondrée. Elle criait et se débattait, comme si quelque chose l'agrippait, mais il n'y avait rien. Je me suis précipité vers elle, essayant de la relever, mais elle continuait à hurler, son regard fixé sur quelque chose derrière moi. Quand je me suis retourné, je l'ai vue. Une ombre, immense, difforme, se tenant juste à la limite du feu, là où la lumière ne pouvait plus l'atteindre. Elle n'avait pas de visage, juste une masse noire qui semblait se tordre et se dilater, comme si elle respirait. « Sortez-la d'ici » ai-je crié aux autres. Camille et Mathieu ont attrapé Alice et l'ont traînée hors du campement. Je les ai suivis, mais quelque chose m'a arrêté net. Le feu, que nous pensions éteint, venait de s'embraser violemment, projetant des flammes hautes dans le ciel. Et dans ces flammes, j'ai vu des silhouettes. Elles semblaient danser, ou peut-être se tordre de douleur, impossible à dire. Mais une chose était claire, elles nous observaient. Nous avons couru, aussi vite que possible, mais ce n'était pas suffisant. Le bruit des pas derrière nous, cette chose invisible qui nous suivait, se rapprochait. À un moment, j'ai cru sentir un souffle glacé sur ma nuque, et une voix a murmuré. « Vous ne pouvez pas fuir. » Quand nous avons finalement atteint une clairière, Alice s'était évanouie, et Camille pleurait. Mathieu, toujours rationnel, a sorti le livre qu'il avait ramassé dans la confusion. Il doit y avoir quelque chose ici, une façon d'arrêter ça.
Il a feuilleté frénétiquement les pages, mais chaque mot semblait se tordre sous nos yeux, comme si le livre lui-même était vivant, refusant de nous révéler ses secrets. C'est à ce moment-là que nous avons compris. Nous n'étions plus simplement poursuivis. Nous étions marqués. Et ce qui était sorti de l'église ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas pris ce qu'il était venu chercher. Nous étions au bord de l'épuisement, à la limite de la panique. Alice restait inconsciente, mais même dans son sommeil, elle murmurait en latin, répétant encore et encore ces mêmes mots que nous avions entendus dans les murmures. Non violar pactum. Camille, tremblante, a suggéré qu'on retourne à l'église. Peut-être qu'il y a un moyen de refermer ce qu'on a ouvert, a-t-elle balbutié. Je détestais cette idée. Mais rester là, sans rien faire, c'était signer notre arrêt de mort. Alors, nous avons pris le livre, transporté Alice tant bien que mal et fait le chemin inverse à travers les bois. L'obscurité semblait encore plus oppressante, chaque pas résonnant comme un écho dans un vide sans fin. Quand nous sommes arrivés devant les ruines, c'était comme si le temps s'était arrêté. La lune, haute dans le ciel, baignait l'église d'une lumière pâle et froide, mais tout semblait figé, comme dans un tableau macabre. Nous avons déposé Alice près de l'autel et ouvert le livre. Cette fois, les mots étaient clairs, gravés dans nos esprits comme s'ils nous étaient chuchotés directement à l'oreille. Sanguis pro tenebri. Sacrificium aeternum. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Camille, la voix brisée. Matthieu a pris une grande inspiration. Un sacrifice. Quelqu'un doit offrir son sang pour refermer le pacte. Un silence glacial est tombé. Personne n'a parlé, mais nous savions tout ce que cela impliquait. Alors que nous hésitions, une force invisible a projeté Matthieu en arrière, le faisant heurter violemment un mur. Il s'est effondré au sol, immobile. La silhouette sombre, cette entité qui nous traquait, est apparue dans l'ombre derrière l'autel. Cette fois, elle était plus claire, presque tangible. Ses yeux, deux lueurs rouges comme des braises, nous fixaient. Une voix rauque et déformée a empli l'église. L'équilibre doit être rétabli. Camille a éclaté en sanglots. Il doit y avoir une autre solution. Mais je savais qu'il n'y en avait pas. Tout ce que nous avions fait, tout ce que nous avions libéré, pointait vers ce moment. C'était moi qui avais insisté pour venir ici. Moi qui avais permis à Léo d'emporter ce livre maudit. Alors, j'ai pris le couteau dans mon sac et avancé vers l'autel. Si c'est ce qu'il faut, faites-le vite, ai-je murmuré, les mains tremblantes. La silhouette s'est avancée, et tout autour de nous a commencé à trembler. Les murs de l'église semblaient se refermer, les gravures s'illuminant d'une lueur rouge. Une douleur intense m'a transpercé, comme si quelque chose aspirait mon âme. Mais dans ce chaos, une étrange paix m'a envahi. Quand je suis tombé, je les ai entendus crier, mais leur voix semblait lointaine. L'entité, quant à elle, s'est dissipée, emportant avec elle cette oppression terrifiante. Tout est redevenu calme. Le dernier souvenir que j'ai eu avant que tout devienne noir était le visage d'Alice. Elle s'était réveillée et pleurait, murmurant. « Pourquoi toi? Je ne sais pas si je suis mort ce soir-là, ou si une partie de moi est restée dans cette église. Mais je sais une chose, le silence qui a suivi était pire que tout ce que nous avions vécu.